Là, je voudrais introduire un nouvel élément pour aller dans votre sens, à l'un et à l'autre, qui concerne ce que Stephen Jay Gould appelle le principe de Noma. Il parle ainsi, il résume ainsi ce qu'il appelle le non-empiètement des magistères. Stephen Jay Gould a été engagé dans un combat contre le créationnisme qui s'est manifesté avec une vigueur particulière aux États-Unis. Le dessin intelligent dont nous parlons tout à l'heure est un peu différent, car nombre de scientifiques qui adhèrent à la théorie de l'évolution disent oui, mais quand même c'est intelligent, donc il y a un dessin derrière. Mais enfin, lui a témoigné dans des procès, mais son livre est extrêmement intéressant, parce qu'il dit ceci: le magistère de la science concerne le domaine empirique, en quoi consiste l'univers et pourquoi il fonctionne ainsi. Les faits, la théorie. Le magistère de la religion, mais on peut élargir en l'occurrence à la philosophie, aux humanités, s'attache aux significations ultimes et à ce qu'il appelle les valeurs morales. Et il plaide pour un concordat respectueux. La religion ne peut dicter le contenu des conclusions factuelles relevant du magistère de la science, mais de la même façon, les scientifiques ne doivent pas prétendre à une perspicacité supérieure quant à la vérité morale en s'appuyant sur leur meilleure connaissance de la vérité empirique du monde. Et d'ailleurs, il cite Chesterton: l'art est l'imitation, l'essence de chaque tableau, c'est son cadre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce même livre, Stephen Jay Gould critique bien entendu le fondamentalisme religieux qui croit pouvoir donner une explication du monde, donc qui empiète sur le magistère de la science, mais il critique aussi le magistère idéologique d'un certain scientisme. Et il nous amène à relire, et pour moi ça a été absolument fascinant, un procès célèbre aux États-Unis, le procès Scopes, je crois, c'est ça. 1929, un jeune homme enseigne dans le Tennessee, il est professeur de physique et de gymnastique, et puis il doit remplacer un professeur de biologie malade. Nous sommes à Dayton, au Tennessee, une loi vient d'être votée interdisant l'enseignement de la théorie de l'évolution, le considérant comme criminel, et ce jeune professeur, qui est un libre penseur, soumet à ses élèves un livre d'un certain Hunter qui parle de la théorie de l'évolution. Évidemment, ça fait scandale, évidemment, il y a procès, et donc Gould relit le procès. Il dit un avocat extraordinaire, Darrow, fait face à un procureur non moins extraordinaire. C'est ça qui est absolument génial, qui s'appelle Bryan, qui est un populiste, ancien candidat, 3 fois candidat, je crois, à la Maison-Blanche, et qui a été toute sa vie progressiste. C'est-à-dire, il était au premier rang pour la plupart des conquêtes progressistes de son époque, le vote des femmes, l'élection des sénateurs au suffrage direct, l'impôt progressif sur le revenu. Et pourquoi ne veut-il pas de la théorie de l'évolution? C'est parce qu'elle présente l'homme comme ayant atteint son actuelle perfection par l'opération de la haine. Une telle conception, dit-il, de l'image de l'homme affaiblirait la cause de la démocratie au profit de l'arrogance de la classe et de la richesse. Et Gould découvre qu'il a été influencé, ce Bryan, par un livre de Vernon Kellogg, et j'en aurai terminé avec cet exemple très vite. C'est l'introducteur aux États-Unis de la théorie de l'évolution, ce Kellogg. Simplement, il a travaillé pendant la guerre, lorsque l'Amérique était neutre. Il a été haut fonctionnaire dans le mouvement international de secours à la Belgique. Il a donc accès au grand quartier général allemand. Et là, il a été complètement atterré par ce qu'il a vu, c'est-à-dire les ravages de l'idéologie darwinienne parmi cet état-major, la croyance en la toute-puissance de la sélection naturelle et l'affirmation que l'Allemagne est le pays sélectionné en quelque sorte. Donc nous sommes déjà dans des thèses qui vont fleurir 30 ans plus tard, et Gould va plus loin, il relit le texte de Hunter qui a été donné
par Scopes, et il se rend compte que dans ce texte, il y a un éloge de l'eugénisme, une mise en cause des tares héréditaires, et s'il est vrai que le sentiment humain nous interdit de nous défaire des familles qui répandent la maladie, l'immoralité et le crime, il faut séparer les deux sexes dans des hospices et les empêcher de toutes les manières possibles de s'unir. Donc là, nous voyons à l'œuvre le darwinisme en tant qu'idéologie, et nous comprenons mieux pourquoi un non-empiètement est absolument nécessaire, mais si ce non-empiètement doit avoir lieu, c'est précisément parce qu'il y a une discontinuité de principe entre ce qui relève peut-être de la philosophie, de la religion et des humanités, et ce qui relève de la science. Excusez-moi de cette intervention un peu longue, mais j'ai trouvé que c'est une contribution très riche.